Les économistes expriment les rapports de la production bourgeoise, la division du travail, le crédit, la monnaie, comme ces catégories fixes, immuables, éternelles. Monsieur Proudhon, qui a devant lui ces catégories toutes formées, veut nous expliquer l'acte de formation, la génération de ces catégories, principes, lois, idées, pensées. Les économistes nous expliquent comment on produit dans ces rapports donnés. Mais ce qu'ils ne nous expliquent pas, c'est comment ces rapports se produisent, c'est-à-dire le mouvement historique qui les a fait naître. Du moment qu'on ne poursuit pas le mouvement historique des rapports de la production, dont les catégories ne sont que l'expression théorique, du moment que l'on ne veut plus voir dans ces catégories que des idées, des pensées spontanées, indépendantes des rapports réels, on est bien forcé d'assigner comme origine à ces pensées le mouvement de la raison pure. Faut-il s'étonner qu'en laissant tomber peu à peu tout ce qui constitue l'individualité d'une maison, qu'en faisant abstraction des matériaux dont elle se compose, de la forme qui la distingue, vous arriveriez à n'avoir plus qu'un corps, qu'en faisant abstraction des limites de ce corps, vous n'ayez bientôt plus qu'un espace, qu'en faisant enfin abstraction des dimensions de cet espace, vous finissiez par ne plus avoir que la quantité toute pure, la catégorie logique. À force d'abstraire ainsi de tout sujet tous les prétendus accidents, animés ou inanimés, hommes ou choses, nous avons raison de dire qu'en dernière abstraction, on arrive à avoir comme substance les catégories logiques. Ainsi, les métaphysiciens qui, en faisant ces abstractions, s'imaginent faire de l'analyse et qui, à mesure qu'ils se détachent de plus en plus des objets, s'imaginent s'en approcher au point de les pénétrer, ces métaphysiciens ont à leur tour raison de dire que les choses d'ici-bas sont des broderies, dont les catégories logiques forment le canevas. Voilà ce qui distingue le philosophe du chrétien. Le chrétien n'a qu'une seule incarnation du logos, en dépit de la logique. Le philosophe, lui, n'en finit pas avec les incarnations. Que tout ce qui existe, que tout ce qui vit sur la terre puisse, à force d'abstraction, être réduit à une catégorie logique, que de cette façon le monde réel tout entier puisse se noyer dans le monde des abstractions, dans le monde des catégories logiques, qui s'en étonnera? Les catégories économiques ne sont que les expressions théoriques, les abstractions des rapports sociaux de la production. Monsieur Proudhon, en vrai philosophe, prenant les choses à l'envers, ne voit dans les rapports réels que les incarnations de ces principes, de ces catégories, qui sommeillaient, nous dit encore Monsieur Proudhon le philosophe, au sein de la raison impersonnelle de l'humanité. Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production, et en changeant le mode de production, ils changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel. Les mêmes hommes qui établissent les rapports sociaux conformément à leur productivité matérielle produisent aussi les principes, les idées, les catégories conformément à leurs rapports sociaux. Ainsi ces idées, ces catégories, sont aussi peu éternelles que les relations qu'elles expriment. Elles sont des produits historiques et transitoires. Admettons avec M. Proudhon que l'histoire réelle, l'histoire selon l'ordre des temps, est la succession historique dans laquelle les idées, les catégories, les principes se sont manifestés. Chaque principe a eu son siècle pour s'y manifester. Le principe d'autorité, par exemple, a eu le XIe siècle. De conséquence en conséquence, c'était le siècle qui appartenait au principe, et non le principe qui appartenait au siècle. En d'autres termes, c'était le principe qui faisait l'histoire, ce n'était pas l'histoire qui faisait le principe. Nous voulons bien que les rapports économiques, envisagés comme des lois immuables, des principes éternels, des catégories idéales, fussent antérieurs aux hommes actifs et agissants. Nous voulons bien encore que ces lois, ces principes, ces catégories eussent, dès l'origine des temps, sommeillé dans la raison impersonnelle de l'humanité. Nous avons déjà vu qu'avec toutes ces éternités immuables et immobiles, il n'y a plus d'histoire. Voyons maintenant quelle modification M. Proudhon fait subir à la dialectique de Hegel. Pour lui, M. Proudhon, toute catégorie économique a deux côtés, l'un bon, l'autre mauvais. Il envisage les catégories comme le petit bourgeois envisage les grands hommes de l'histoire. Napoléon est un grand homme, il a fait beaucoup de bien,
il a fait aussi beaucoup de mal. Le bon côté et le mauvais côté, l'avantage et l'inconvénient, pris ensemble, forment pour M. Proudhon la contradiction dans chaque catégorie économique. Problème à résoudre, conserver le bon côté en éliminant le mauvais. L'esclavage est une catégorie économique comme une autre, donc il a lui aussi ses deux côtés. Laissons là le mauvais côté et parlons du beau côté de l'esclavage. Comment M. Proudhon s'y prendra-t-il pour sauver l'esclavage? Il posera le problème, conserver le bon côté de cette catégorie économique, éliminer le mauvais. Prenons un instant M. Proudhon lui-même comme catégorie. Examinons son bon et son mauvais côté, ses avantages et ses inconvénients. Ce qui constitue le mouvement dialectique, c'est la coexistence des deux côtés contradictoires, leur lutte et leur fusion en une catégorie nouvelle. Rien qu'à se poser le problème d'éliminer le mauvais côté, on coupe court au mouvement dialectique. Ce n'est pas la catégorie qui s'oppose et s'oppose à elle-même par sa nature contradictoire. C'est M. Proudhon qui s'émeut, se débat, se démène entre les deux côtés de la catégorie. M. Proudhon ne se dément pas. Le bon côté, il le voit exposé par les économistes. Le mauvais côté, il le voit dénoncé par les socialistes. Il emprunte aux économistes la nécessité des rapports éternels. Il emprunte aux socialistes l'illusion de ne voir dans la misère que la misère. M. Proudhon veut être la synthèse, il est une erreur composée. Au-delà de la critique à l'encontre de Proudhon, ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est ce que nous dit cette critique de certaines impasses philosophiques plus largement. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que nous devons toujours nous méfier, nous, militants de gauche, sympathisants, des intellectuels qui relativisent ce que l'histoire est capable d'apporter de nouveau. Dans cet extrait, Marx nous montre qu'en adoptant une approche idéaliste, au sens philosophique, c'est-à-dire à considérer que les idées, les concepts, ce que Marx appelle les catégories, préexistent à la matière, donc au réel. Il y a toute une tradition de Platon à Hegel qui développe très sérieusement cette conception du réel. Marx nous montre donc qu'adopter de telles conceptions conduit à figer l'histoire, avec pour conséquence, du point de vue politique, de développer une pensée sur le réel fataliste, puisque l'on considère que certaines réalités auront toujours lieu d'être, dans la mesure où elles ne sont que l'incarnation d'une idée éternelle. Marx affirme donc avec force que les lois, au sens large, qui régissent nos sociétés, à l'inverse des lois de la physique, sont transitoires, donc réversibles. Et ça, du point de vue politique, c'est quelque chose de profondément subversif. Autrement dit, celui qui veut vous faire croire que la domination de classe, par exemple, est un fait inéluctable, est un charlatan. Le réel est en mouvement, méfions-nous de ceux qui cherchent à le figer, par pur conservatisme politique.